cet après-midi avec une première table ronde sur les données au cœur de la réponse sanitaire face aux crises sanitaires. La collecte et l'analyse des données géospatiales jouent un rôle clé pour guider l'action. Des outils comme les systèmes d'information sanitaire, SIS, les systèmes d'information géographique, SIG, le traçage de contacts ou encore le crowdsourcing permettent une surveillance plus fine et plus immédiate des épidémies. Cette table ronde qui va suivre va explorer les apports, les limites et les perspectives de technologies implémentées ou expérimentées, comme la cartographie par drone. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement les intervenants à cette prochaine table ronde. Le docteur Raoul Camagieu, s'il vous plaît. Venez me rejoindre. Justus Ncio Mbeta, venez me rejoindre aussi. Que se passe-t-il? Un petit incident de... Le docteur Pilar Hernandez, venez me retrouver. Allez, venez vous asseoir. Tous les trois, prenez place. Et on va également... Voilà, une fois que le générique... Venez vous installer. Et on retrouve également connecté depuis Genève en live avec nous. D'ailleurs, ça me permet de saluer à nouveau tous ceux qui sont connectés cet après-midi. Bienvenue à tous. On va retrouver voilà, Assad Kadoum. Bonjour, vous nous entendez bien? Hi, good afternoon, affirmative, I can hear you. Oui, bonjour, je vous entends very très good. bien. We can hear you very well too. Thank you for being here with us. Thank you so Merci much. beaucoup d'être avec nous. Je voudrais qu'on ouvre cette, alors même principe que ce matin, une demi-heure, 35 minutes de discussion avec vous et puis ensuite on ouvrira aux questions. Je voudrais démarrer cette table ronde avec vous, Raoul Camagieu. Vous êtes spécialiste en santé mondiale et urgence de santé publique pour l'UNICEF. Vous avez testé, bon, avec l'UNICEF évidemment, l'utilisation de drones pour fournir des images aériennes en contexte de crise, notamment pour le contrôle du paludisme et du choléra. Vous êtes précurseur dans cette façon d'utiliser les drones pour la surveillance épidémiologique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne tout ça finalement? Allez, prenez un micro. Je prendrai le micro en anglais. Alors, si c'est un micro en anglais, il faut parler en anglais. Si vous As you want. Really, thank you. Eh bien, merci. You know, the good thing that Merci you are beaucoup. when you are kind of bilingual, Ce qui est bien is that quand you vous êtes bilingue, sometimes c'est que confuse even your brain parfois votre chain of cerveau thought. But really, I want to thank ne the sait pas trop quelle participant langue organizers il for parle. the Mais bon, opportunity. en tout cas, merci beaucoup I aux didn't expect that. I organisateurs. received an email one day, someone Je ne told me, m'attendais vraiment pas. "You want J'ai to, reçu un represent email et UNICEF puis at quelqu'un me this disait, mais est-ce que vous voudriez représenter l'UNICEF pour cette réunion? I Je me work suis dit, in surveillance. pourquoi pas? Donc je suis donc épidémiologue de formation et j'ai commencé donc, ma carrière à travailler donc, avec le CDC. Pendant 10 ans, j'ai travaillé pour le CDC. Après, je suis passé à l'UNICEF. Donc je travaille surtout donc, dans le sujet donc, des urgences de santé publique. Alors, les drones, comment on les utilise? Eh bien, les drones commencent à avoir une mauvaise réputation de nos jours, parce qu'il y a des intrusions de drones, il y a des drones qui larguent des bombes, il y a tant les drones sont utilisés pour tant de mauvaises choses que bon, ça commence à leur donner une mauvaise réputation. Et on se dit que peut-être que si on utilise des drones, on pourrait peut-être eh bien, ternir notre réputation. Et c'est pour ça qu'il est très important en tant que professionnel des urgences de santé publique, on doit être vraiment très au fait de ce que l'on veut faire avec un drone. Parce qu'un drone, c'est un outil. Ça n'est qu'un outil. Tout comme vous avez un marteau dans votre boîte à outils, c'est un outil. Et vous voulez l'utiliser pour des fins bien précises. Mais ce qui est bien avec les drones, c'est que l'objectif pour lequel on l'utilise, par exemple la surveillance, c'est un objectif qui est bien connu. Et je me souviens à l'époque, quand on faisait de la cartographie, on utilisait beaucoup Google Earth. Et malheureusement, dans ces pays où on opérait, la couverture de Google Earth n'était pas extraordinaire, pas très précise. Mais grâce aux drones, aujourd'hui, on peut avoir une couverture géographique extrêmement précise. Et donc, quand on a un drone, on peut en réalité obtenir des informations très détaillées. On peut avoir une couverture très très précise. Et donc, quand on travaille par exemple dans une zone où il y a la malaria, par exemple, vous pouvez vraiment
identifier très précisément les lieux où les vecteurs se propagent. Et donc, en fonction de ce que vous avez sur votre drone, si vous avez des capteurs thermiques, quand vous avez de la vidéo HD, vous pouvez donc détecter des zones qui sont favorables aux vecteurs de la malaria. Et donc, on peut cibler des zones où l'on veut intervenir en termes de contrôle des vecteurs. Donc ça, c'est une des façons dont on peut utiliser les drones qui est assez intéressante. Et d'ailleurs, on a publié un article il y a peu avec des universitaires qui ont travaillé sur ces questions. À l'instant, les drones ont une mauvaise réputation, lately. Ça veut dire que les populations ne sont pas en méfiance, il n'y a pas de peur vis-à-vis de ces nouveaux outils de surveillance, justement? Alors, question très intéressante et très importante. En tant qu'expert, bien sûr, on utilise les drones et on veut les mettre en œuvre. Mais avec les drones, ce qui est important, c'est tout le travail en amont. Il faut obtenir toutes les autorisations nécessaires du gouvernement. C'est extrêmement important. Il faut également avoir une discussion très sincère avec les communautés où vous allez utiliser les drones. Et en réalité, c'était une des parties les plus importantes de notre travail. Comment est-ce que nous avons travaillé avec les communautés? Comment avons-nous parlé avec eux? Comment les avons-nous sensibilisés? Comment leur avons-nous expliqué pourquoi et comment nous utilisons les drones? Donc, on leur a dit que ça serait temporaire, pas permanent, on travaille avec le gouvernement. Et ça, ce sont des aspects très, très importants. Mais comment faire la différence entre une menace et une surveillance médicale? Ça aussi. Alors la chose la plus importante est que, avant toute chose, il faut non seulement identifier le lieu, l'endroit où l'on veut utiliser le drone, il faut les bonnes autorisations. Au Malawi, en l'occurrence, j'en reparlerai demain, on a eu l'autorisation d'opérer dans des corridors bien spécifiques. Donc les autorités de l'aviation civile nous ont dit, vous pouvez utiliser vos drones dans ces corridors-là bien précis, avec un rayon de 40 km par exemple. Donc ça c'est très important. Et puis il faut dire aux communautés, écoutez, on va survoler ces zones, vos zones, à des heures bien précises. Et donc, vous pouvez même faire venir les communautés et leur montrer les images que vous prenez. Comme ça, elles voient ce que vous faites. En réalité, on leur montre qu'on prend des images thermiques, pas des images achetées. On leur montre comment on étudie la température au sol, l'humidité au sol, les fleuves et ainsi de suite. Bon. Et tout cela fait partie de la conversation. Lessons learned. Alors, quand on utilise des drones, les leçons. Bon, tout d'abord, avez-vous l'expertise technique au sol? Ça, c'est la première chose. Vous devez faire en sorte que vous avez les bonnes ressources pour opérer les drones. Et ensuite, deuxième chose, vous voulez faire en sorte que le gouvernement soit impliqué. Si le gouvernement n'est pas impliqué, vous ne pouvez même pas commencer à opérer. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, en tant qu'agence humanitaire, on veut s'assurer que on opère dans les limites de l'éthique, en respectant les aspects de la vie privée. Il faut respecter la vie privée. On ne veut pas qu'une agence humanitaire apparaisse comme le bras armé du gouvernement qui participe à la surveillance de masse, à espionner les populations, par exemple. Et donc, la réflexion est la suivante. Comment peut-on faire en sorte que les acteurs humanitaires, en utilisant des drones, eh bien, ne soient pas pris, par exemple, pour des militaires à utiliser des drones. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, au final, comment peut-on passer à l'échelle? Parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est passer à l'échelle. Et donc, il faut faire en sorte que ces opérations apparaissent comme la norme des opérations humanitaires. Et donc, après, par exemple, je ne sais pas, un cyclone, un typhon ou une grosse tempête, le gouvernement dit « Ah, mais peut-être qu'on aurait besoin d'un drone pour aller surveiller la zone et puis évaluer les dégâts causés, par exemple. » Voilà. Ça fait partie, si vous voulez, de la réflexion. Et quand un gouvernement réfléchit de la sorte, eh bien, l'utilisation des drones devient plus courante. Oui, et je suis sûr que nous avons plein de... On entend le docteur Pilar Hernandez, directrice générale développement commercial et projet à la fondation SORMAS. Depuis la Covid, de nombreux enseignements ont été tirés concernant la prévention, préparation, réponse numérique aux pandémies. Et l'expérience a montré la valeur des outils numériques open source. Elle a également soulevé des questions, notamment sur
sur leur interopérabilité et leur durabilité, je voudrais qu'on fasse un focus sur le projet SORMAS, Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System, qui est un outil de surveillance et de gestion des maladies infectieuses. Expliquez-nous comment ça marche et puis on va joindre tout à l'heure Kaushal qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, mais déjà je voudrais qu'on vous entende. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Alors, oui, mon intervention se fera en anglais. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi et honoré d'être ici parmi vous. Alors, malheureusement, je remplace Kaushal, qui aurait dû venir, mais que vous verrez dans quelques instants. C'est lui le point de contact de SORMAS. Il travaille pour le ministère de la Santé au Népal, mais il n'a pas obtenu son visa pour la France. Et donc, j'aimerais souligner ce point parce que, bon, quand on se retrouve aux conférences, on parle de collaboration, de coopération, et on a vraiment besoin de faire en sorte que nos gouvernements nous aident à mettre en œuvre ces projets de façon coopérative. La collaboration, c'est important. Et accorder un visa à une personne qui travaille au ministère de la Santé au Népal, c'est la base, c'est la première étape. Donc, Kaushal, je sais que tu nous regardes, tu nous manques vraiment et on apprécie énormément ton travail qui souvent se fait au milieu des montagnes quelque part et quand on parle, il est quelque part entre deux sommets. Et s'il ne répond pas directement, c'est parce que, ma foi, il est là-bas sur le toit du monde à faire de son mieux, comme tous au Népal, pour protéger la population des maladies infectieuses. Et donc j'aimerais dire que, bon, je suis très heureuse d'être ici pour parler de SORMAS, mais voilà, j'espère qu'on pourra avoir une présentation un jour de SORMAS. Alors, SORMAS, c'est un logiciel open source et c'est un bien d'intérêt public. Et j'aimerais le souligner parce que être un bien numérique d'intérêt public est une forme de reconnaissance. Bien sûr, il y a des critères pour pouvoir être considéré comme un bien commun numérique. Donc, SORMAS a commencé il y a 10 ans, après l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, et c'était une collaboration entre un CDC local et d'autres entités. Et donc il a été conçu comme un outil pour l'utilisateur final en collaboration avec des chercheurs allemands et des utilisateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un utilisateur? Je vais vous dire dans un instant ce que je veux dire par utilisateur, au Nigeria en l'occurrence. Alors, vous comprenez, c'est une plateforme. Et il y a différents professionnels qui utilisent cette plateforme à différents niveaux, ils sont connectés. Et donc au niveau de la communauté, dans les laboratoires et ailleurs, donc sont connectés. Quand il y a une épidémie, eh bien toutes ces différentes parties prenantes ont un accès à cette plateforme et peuvent entrer les informations à leur niveau dans la plateforme. S'ils sont dans un laboratoire, ils mettent les résultats du laboratoire. S'ils sont à l'aéroport, ils vont mettre les informations de passagers qui arrivent avec tel ou tel symptôme, et ainsi de suite. Et donc, en somme, tout se fait en temps réel. Tout le monde partage ces informations sur la même plateforme, en temps réel, encore une fois, et tout le monde reçoit les informations dont ils ont besoin à leur niveau. Et ça, c'est extrêmement important en termes de réponse à une situation d'urgence, en situation de crise, quand il y a une épidémie, par exemple. Parce qu'on a tendance à dire « Ah, mais les décisionnaires ont besoin de l'information ». Mais en fait, tout le monde doit prendre des décisions à tous les niveaux. Et donc, au sein des communautés, on a besoin d'informations pour savoir quelles sont les actions à prendre au niveau de la communauté, quels sont les messages à faire passer aux membres de la communauté. Quand il y a, je ne sais pas, une épidémie de dengue, qu'est-ce que l'on fait? Les labos ont besoin d'informations, de savoir quoi faire. Et donc, si vous voulez, SORMAS vous permet donc d'entrer des informations de partout dans le système de santé, et on a également des informations de l'environnement, et cela permet une réponse rapide. Autre point très important, on en a parlé je crois aujourd'hui au début, avec SORMAS, on permet la surveillance routinière des pays. Donc ici on parle de situation de crise, mais pour éviter une crise, on a besoin d'un système de contrôle continu, si vous voulez, et maintenu
en permanence. Et donc, vous avez un système qui est capable de détecter des signaux avant qu'une crise n'arrive. Et on essaye d'utiliser ces signaux des prodromes pour peut-être éviter la crise. Donc voilà, c'était en résumé ce qu'on fait. Parce qu'il n'a pas pu venir à cause d'un problème de visa, mais il nous a fait parvenir une petite vidéo. Je rappelle qu'il est donc inspecteur de santé publique au ministère de la Santé et de la Population, au département des services de santé, division épidémiologie et contrôle des maladies au Népal, Katmandou. On va voir avec lui quel est l'élément clé pour l'adoption de l'outil SORMAS. Il nous a fait parvenir une petite vidéo qu'on va découvrir tout de suite. The key for the adaptation of tool in context of Nepal. À l'origine, au Népal, on a commencé à travailler sur 2 provinces et maintenant nous travaillons sur 4 provinces et d'ici quelques mois, ce programme sera étendu à toutes les provinces du Népal avec 10 000 instituts utilisant ou institutions utilisant cet outil de surveillance. Et voilà. Donc, il y a un certain nombre de métadonnées sur cet outil qui font que l'on peut l'utiliser à différents niveaux. Et il permet une surveillance en temps réel. C'est un outil en open source qui est client-centrique, entre guillemets. C'est l'utilisateur final qui est au centre des préoccupations. Et cet outil permet de détecter tous les signaux émanant du pays, y compris les signaux provenant de centres d'appel qui sont intégrés. Et donc nous avons utilisé cet outil pour collecter toutes les informations que l'on peut retrouver dans les médias. Donc c'est une sorte d'outil qui intègre des données de sources diverses. Et si jamais une épidémie venait à éclater quelque part, voire dans un pays proche, eh bien, on pourrait informer les autorités compétentes. Et donc, c'est un outil que nous avons mis en place au Népal avec les autorités compétentes. Et c'est un outil qui est tout à fait interopérable et très utile. Alors, c'est un outil donc de surveillance qui fonctionne que ce soit en ligne ou hors ligne. Bon, ça a sauté un petit peu, mais voulez-vous ajouter quelque chose qui n'aurait pas été dit? Non, enfin, je pense qu'il a assez bien expliqué de quoi il en retournait. Je voudrais qu'on passe à vous, Justus Ncio Mbeta. Vous êtes directeur pays adjoint du bureau Pays Africa CDC en RDC. Vous êtes épidémiologiste avec plus de 20 ans d'expérience dans la surveillance des épidémies. Vous avez traité beaucoup d'épidémies, vous me l'avez dit. Pendant Ebola 2018-2020, vous avez fait partie de l'équipe chargée de la riposte à Ebola. Ce qui a été mis en place, c'est le système GoData, solution digitale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'utilisation de ce système finalement a permis une réponse concrète sur le terrain? Merci beaucoup, Sophie. D'abord, il faut remercier les organisateurs pour vraiment la tenue réussie de cette conférence. Nous apprenons beaucoup. Depuis les matins, nous avons vraiment beaucoup appris. C'est vrai que dans mes 20 premières années de la réponse contre Ebola, contre plutôt les épidémies, j'ai beaucoup plus travaillé avec les ministères en République démocratique du Congo, tout comme dans plusieurs autres pays que nous avons appuyés. Alors, la République démocratique du Congo particulièrement, suite à son écologie et suite au style de vie de la communauté, est vouée à plusieurs épidémies. Actuellement, il y a 5 épidémies qui sont en cours. Et 3 sont au grade 3, notamment Mpox, Ebola qui est en cours maintenant, et vous avez le choléra.
vous avez encore rougeole, vous avez polio, et ajouter à cela toutes les catastrophes qui peuvent survenir, c'est-à-dire que ce n'est pas facile si on n'a pas les outils informatisés qui peuvent aider à gérer à ces niveaux-là. C'est pas facile. C'est pourquoi il faut vraiment saluer ceux qui sont dans l'ombre et qui nous aident à gérer ça. Alors, le monde a géré plus d'une trentaine d'épidémies d'Ebola. Et vous citez celle de 2018, celle de 2020, parce qu'elle était particulière. Et sa particularité, c'était non seulement que dans les passés, on a géré les épidémies très localisées, mais cette épidémie-là était dans un contexte de conflits militaires. C'était dans un contexte où il n'y avait pas la confiance entre la communauté, les populations et les dirigeants. Donc, il y a eu beaucoup de réticences et c'était aussi d'accès difficile. Alors, pour gérer l'Ebola, pour parler d'Ebola, pour comprendre l'appui ou le côté fort des GoData qui nous a permis à bien gérer, c'est que pour gérer Ebola, qui est d'abord une zoonose qui fait peur parce qu'à cause de sa létalité, à cause de sa transmission, pour gérer correctement Ebola, il faut s'assurer que partant du primo-infection, vous avez un cas et vous surveillez tous ces contacts. Donc vous devez être à mesure de pouvoir lister tous les contacts, les surveiller, ne pas en manquer un, et parce qu'on ne transmet que lorsqu'on devient malade, et ne peut devenir malade que celui qui a été en contact avec les précédents. Et donc, pour s'assurer qu'on a bien géré l'épidémie d'Ebola, il faut que les prochains cas, tous les cas qui viennent, soient listés ou soient contact d'un cas. Et lorsque vous avez un cas qui n'est pas contact, ça veut dire que vous remettez tout en question, vous devez chercher à savoir d'où viennent ces cas. Et donc, tout est remis en question. Et pour arriver à faire ce travail, où pour chaque cas, nous avons environ 50 à 100 contacts, ce n'est pas facile. Lorsque c'est 10 cas, lorsque c'est 20 cas, c'est facile. Vous pouvez générer les chaînes de transmission à la main avec Excel. Mais lorsque vous avez des milliers de cas, parce que nous avons eu près de 3480 cas lors de cette épidémie, ce n'était pas facile, ce n'était pas localisé, c'était à plusieurs endroits. Donc, il a fallu avoir un outil qui vous aide en temps réel à voir les cas, à suivre les contacts, à générer les chaînes, à vous poser des questions si vous contrôlez l'épidémie ou pas. Donc, c'est GoData. Voilà. Et donc, l'utilisation des GoData a facilité l'orientation des prises de décision parce que facilement, avec la gestion des contacts, nous avons pu chercher des chaînes qui n'étaient pas liées, les nouveaux cas qui n'étaient pas liés. Ce fut le cas de Mabalako parce que c'était dans le Nord Kivu et à côté c'était Ituri. Nous avons vu un cas qui était sorti de rien et lorsque nous avons suivi, c'était une chaîne qui est partie jusqu'au Nord Kivu et qui est allée jusque dans la grande ville de Goma et qui a traversé même dans les Sud Kivu. Donc c'est grâce à GoData que nous avons eu ça. Je voudrais qu'on élargisse un peu le spectre et qu'on comprenne un peu de hauteur par rapport à votre expérience de la gestion des épidémies. Quelle autre solution numérique peut-être vous a aidé à avancer dans la gestion d'une épidémie ? C'est vrai que GoData peut aussi donner, mais je pense que dans la gestion des épidémies, en 2012, une forte épidémie de choléra, plutôt de fièvre typhoïde, je vais dire, a fait tourner la tête de plusieurs autorités au niveau de Kikwit parce qu'il fallait qu'on sache d'où venaient les cas, comment ça arrivait. Alors, on a pensé que cette épidémie était vraiment nosocomiale où les personnes s'infectaient au niveau de l'hôpital et on a mis beaucoup d'argent. À un moment, on a parlé de la régie des fournitures de l'eau. On a dit que l'eau n'était pas de qualité. On a mis beaucoup d'argent, mais l'épidémie ne s'arrêtait pas. Et il a fallu l'outil géolocalisé de QGIS pour nous permettre à faire les clusters des cas qui nous a permis de faire des investigations. Et on a trouvé que tous les grands nombres de cas provenaient d'une seule contrée le long de la route. Et lorsqu'on a mené les investigations, on s'est rendu compte que c'est un marché qui se faisait très tôt et par terre, et toutes ces maisons-là n'avaient pas de toilettes, et tout le monde et les passants
faisaient les besoins dans la rue et les gens se contaminaient ainsi. Alors, au lieu de perdre tout l'argent qu'on avait mis pour acheter du chlore et mettre tout ce qu'il fallait dans les hôpitaux, lorsqu'on a mis des toilettes et on a réglementé ces marchés, 2 semaines après l'épidémie, on a vu la chute tomber. Bon, il n'y a pas que ça. Actuellement, en République démocratique du Congo, nous sommes en train d'expérimenter avec DHIS2, Tracker, qui nous permet vraiment, à partant de la base, en temps réel, à reconstituer toute la base des épidémies, partant de l'alerte jusqu'à la gestion des cas. Et d'ailleurs, c'est l'outil que Africa CDC est en train de promouvoir en Afrique. Et l'actuelle épidémie d'Ebola qui est à Boulapé est gérée par rapport avec cet outil. Merci beaucoup et on reviendra à vous pour les questions. Je voudrais qu'on s'envole à Genève et qu'on rejoigne Assad Kadoum. Vous êtes toujours avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable régional de la santé publique au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vous n'avez pas de casque de traduction, donc je vais vous poser la question en anglais. This is your broader vision, given the theme of today's event that we are interested in right now. You said that you are taking a step back from digital health. Why vous is avez that? dit qu'il fallait peut-être prendre un peu de recul par rapport à la e-santé. Merci beaucoup pour cette question. J'aimerais commencer par saluer les panélistes et les participants et remercier les organisateurs pour leur invitation. Et je suis très heureux de rejoindre de participer à ce panel. Alors, avant de répondre à la question, prenons un peu de recul et voyons comment nous utilisons les informations et comment est-ce que nous gérons les données de santé. Pour donner un petit peu de contexte et mettre en lumière certains aspects qui permettront aux participants de comprendre un petit mieux ce que nous faisons. Il y a des éléments qui sont très importants. La première chose, c'est le type d'outil de gestion de données. Notre approche de l'utilisation des données est donc un système d'information de santé et il y a une version spécifique que nous utilisons pour les réfugiés. Ce sont des systèmes où nous agrégeons des données, c'est essentiel pour le planning et pour l'évaluation des réponses de santé. Ça, c'est un aspect. Le deuxième point est plus électronique pour détecter donc des cas individuels. Pour tout type de maladie. En ce qui nous concerne, quand on gère des crises de réfugiés, il y a plus de 1 million de réfugiés dans le monde, plusieurs millions de réfugiés dans le monde. Ça devient un fléau mondial. Et si on compare à il y a 20 ans, les maladies étaient très différentes parmi les réfugiés. Et donc, on doit réfléchir à comment les systèmes de santé opérationnels pourront bénéficier de planification. Ensuite, il y a les défis structurels. Nous faisons face à des barrières structurelles. 70% des réfugiés dont j'ai parlé viennent de pays à faible revenu. Ils n'ont pas les infrastructures digitales nécessaires. Et donc, quand on voit des conflits comme l'an dernier, il y a eu de grosses épidémies parmi les réfugiés qui ne pouvaient pas être suivis. Et donc, nous avons essayé de voir comment nous pouvions faire pour collecter les informations. Quand il s'agit des camps de réfugiés, ils sont souvent dans des zones éculées, sans moyens de communication. Et donc, cela rend les choses encore plus difficiles. Et donc, bien sûr, on peut utiliser l'Internet satellite via Starlink, qui devient de plus en plus accessible et qui pourrait transformer
les communications mondiales. Un des défis que nous avons, c'est la collecte de données fragmentaires. Et donc, au début d'une crise, il y a un certain nombre d'entités qui réagissent, des ONG, des ministères. Et bien sûr, il n'y a pas un ensemble de données, il y a plusieurs ensembles de données qu'il faut utiliser en simultané. Tous nos partenaires utilisent les données à différentes fins. Certains pour attirer les bailleurs de fonds, d'autres pour agir sur le terrain. Et de notre point de vue, bien sûr, on se penche sur le développement du système d'information centralisé sur les réfugiés, qui a connu différentes versions. Et donc, c'est un système d'information sur mesure pour réfugiés, pour prendre soin des patients, prendre en charge la malnutrition, la santé reproductive, et avec des indicateurs. Mais cet outil peut être utilisé par de nombreuses parties prenantes, même si on n'a pas le même niveau de service. Et donc, on peut utiliser cette source d'information en fonction de ses besoins. Et on peut choisir les modules qui conviennent, et ça peut être assez utile pour générer des données. Et donc, quand on est dans des camps de réfugiés, souvent ce sont des endroits où il y a un problème de surpopulation et où les épidémies se propagent très vite. Et donc, c'est pour cela que nous suivons de très près l'évolution des épidémies en coordination avec les autorités de santé locales, et nous essayons de faire en sorte de générer des données agrégées dans une zone donnée. Donc, si nous avons pendant 3 semaines d'affilée, je ne sais pas, des coliques néphrétiques par exemple, eh bien, on va se dire qu'il y a un problème qui nécessite une réaction particulière, et on informe nos partenaires. Mais ensuite, il y a bien sûr la réponse à votre question. Nous-mêmes, en tant qu'agence, nous essayons de travailler de façon intégrée avec les systèmes de santé. On ne veut pas avoir un système parallèle pour fournir des services de santé aux réfugiés. On essaye donc de fournir des services de santé, mais de façon intégrée. Et donc, on inclut les données et les différents types de collecte de données à différentes étapes. Et donc, on utilise le DHIS, qui a été adopté à grande échelle. Il est déjà à sa 2e version, et on veut passer à un outil qui soit plus intégré et qui soit utilisable comme une plateforme. Et à partir de l'année prochaine, en 2026, dès le début de l'année, on a prévu de transitionner vers la prochaine version de la plateforme. Et donc, on se penchera sur des questions telles que harmonisation et adoption locale. Ce sont les aspects principaux sur lesquels nous nous penchons. Et la bonne chose avec ce DHIS, j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'il y a des composantes de santé électronique. Et la santé électronique a tendance à être un petit peu plus intensive en termes d'exigences techniques et technologiques. Mais néanmoins, elle est très importante pour nous dans le cadre du retour des réfugiés chez eux. Et ils ont besoin d'avoir accès à leurs informations de santé. Et donc, nous devons nous pencher sur ces questions. Et c'est une autre raison pour laquelle nous essayons de faire en sorte qu'il y ait une adoption généralisée de ce système que nous utilisons, afin qu'il soit plus accessible, plus harmonisé, et que nos partenaires puissent collaborer facilement avec nous. Je m'en arrête là, je m'en tiens là. Et merci, oui, merci Assad. Et puis on va ouvrir les questions. Il y en a quelques-unes déjà dans la salle et on va en prendre sur le chat. Il y a des mains qui se lèvent. Est-ce qu'on peut amener des micros, s'il vous plaît? Donc, formulez vos questions de façon intelligible et assez synthétique, si possible, pour voilà, qu'on prenne un maximum de questions. On vous amène des micros. Allez. Synthétique.
comme... Bonjour, monsieur. Bonjour, question très rapide. Salut Diop, je suis du Sénégal. Et je voudrais donc poser la question par rapport, je pense que notre présentateur tout à l'heure a commencé à parler de comment changer ce dilemme, éviter d'avoir chaque organisme avec sa propre base de données et essayer d'avoir une base de données qui soit intégrée et qui soit pérennisée dans les pays. Et si j'ai bien compris, le DHIS est une approche de ce type-là. Je sais également que le DHIS est en train d'être placé dans plusieurs pays. Il y a une très grande lenteur. Nous passons à des projets pilotes et le DHIS a encore du mal à s'implanter. Quel est le souci de votre part? Je ne sais pas s'il comprend ou bien si vous qui répondez. Voilà. Quelle est vraiment la contrainte? What is the issue on implementing DHIS in the different countries? Because we see that, parce que l'on voit que effectivement depuis plusieurs années, au Sénégal, par exemple, on a utilisé le DHIS, un projet pilote, mais il n'a pas vraiment eu une forte adoption. Donc, quelles sont les faiblesses et pourquoi est-ce que cette plateforme ne se fait pas adopter? Assad, avez-vous entendu la question? Voulez-vous proposer une réponse? Sorry, do you hear me now? Yes, perfect. Wonderful. So if I heard the question was about the challenges with moving toward the DHIS too. Right. So obviously, yes, there are challenges, and if we see il y the a beaucoup countries de as the défis colleague à mentioned, relever, then tout there à are fait, mais different comme levels les of collègues progress l'ont made in the mentionné, different countries des when it progrès comes into the énormes ont été implementation of the réalisés DHIS. dans So divers we pays. don't have like Donc, one size nous fit n'avons all pas approach when it comes into rolling une it out. taille Because unique, also quelque when it chose qui comes into conviendrait our à tous interest, les pays. it's basically not, En fait, it would focus on the countries that on doit have se high concentrer sur les burden of pays or high qui ont number of refugees un grand operations, nombre de like countries like réfugiés, Ethiopia, Kenya, Uganda, and l'Éthiopie, so le on. Kenya, l'Ouganda, So etc. we do a tailored one. En We fait, have on like peut a avoir un sort of a système partnership customisé avec we vraiment created multiple sur partnerships, mesure. Et nous including avons lancé one de nombreux with an ICT company partenariats called avec Carto une NG, entreprise but also we have d'information et d'informatique like additional et partnership to see how également we can avec facilitate. So one d'autres international partenariats but avec we d'autres also have entreprises. En fait, developed ils ont local également partnership with développé the leur Ministry of propre Health to partenariat au tackle niveau aspects local. including hardware issues. Et il y Sometimes a it's également related to des hardware, aspects de sometimes it's related to matériel qui servers, sont mis en place avec sometimes des it's related to serveurs. different aspects. Quelquefois, So c'est lié à these d'autres partnerships aspects. we created Mais grâce à so ces we do partenariats, an initial phase, and this il is y a une why phase I said it will initiale. happen over 3 years, Et pour because ça we que je realize that parle d'un this is développement not sur something 3 that ans. can happen overnight, Parce que ça and ne peut pas it se would faire du jour au require lendemain. quite a lot of efforts to Il make faut sure that it is beaucoup travailler, mettre en place work de well, nombreuses actions and pour que ce soit basically durable et respond to the soutenable et needs que of ça the different réponde aux partners that besoins gonna utilize it. concrets Otherwise, des like you said, we utilisateurs. saw lots of fragmentation Donc on a vu because many beaucoup of de the partners, fragmentation when par it le comes into passé the avec des provision of the health partenariats services, they would et pour focus les on services their de own santé needs, qui se and concentrent as sur soon leurs as they see propres the system that is besoins not really et qui ne responding to tiennent their needs, they pas will compte start to des adapt their besoins own. But généraux that doesn't help at et all qui because there is travaillent no seuls. continuity of Mais care, ça ne there is marche no, pas parce qu'il n'y a like, pas de let's say, the continuité whole des point soins of utilizing et the l'utilisation n'est health que information ponctuelle et is to have it l'utilisation de like tout le système d'information n'est pas coordinated, faite. multiple partners Donc using it, avec and then it des will give a partenaires very clear idea for multiples, everyone. vous So devez avoir une idée beaucoup partnership plus is key. claire. Tout le monde doit avoir une idée Understanding what claire are de the ce que needs in the fait different chacun. contexts is also key. And Et also donc ce making qui est the également necessary clé, investments from the beginning. c'est This is de the way we are réaliser les approaching bons it investissements with qui the, sont with the say appropriés no dès one le size fits all. départ. Over. Raoul, partnership is key. Le partenariat Pilar est clé. et Justus, est-ce que vous voulez Pilar aussi et compléter? Justus. Quel est votre point de vue? Yeah, I can just add a little bit on DHIS2. That's the current version that is being deployed. Oui, pour le JAS2, alors vous avez différents niveaux d'adoption par les pays et au sein d'un même pays. Est-ce que vous avez différents districts à différents niveaux de mise en application? Je crois que les défis à relever ici sont les mêmes finalement pour l'adoption des DHI. Vous avez des
problèmes de gouvernance, de ressources humaines, de développement, de connectivité sur le terrain, d'électricité même de disponibilité de personnel sur le terrain. Et des visites que j'ai réalisées sur le terrain dans divers pays, j'ai pu constater qu'il y a de gros manques dans de nombreux pays. Et pour la santé numérique en général, sur du point de vue informatique, en fait, la santé numérique, elle ne doit pas être la seule solution. Ça doit être la solution qui cherche les problèmes. Ça doit être un problème, ça doit être une solution pour un problème existant. Et j'ai toujours dit que si vous avez un système qui ne fonctionne pas, vous pouvez le digitaliser, le numériser ou l'externaliser. Et une des erreurs que nous avons commises, et j'aimerais pointer sur cette erreur, en général, pour la santé numérique. Si un système ne fonctionne pas, on peut le numériser autant que vous le voulez, il ne fonctionnera toujours pas. Mais si vous avez un système qui fonctionne déjà, avec la numérisation, on va l'enrichir, on va l'améliorer, ça marche. Et le dernier point, c'est que on a vraiment éradié grâce avec l'intelligence artificielle, la polio et toutes ces maladies qui reviennent. Vraiment, il faut revenir à ceci. Merci. Pilar, oui, Pilar, vous voulez ajouter quelque chose? Vous parlez de la variole tout à l'heure, en fait. Pour ce qui est de la vaccination, il faut voir deux aspects. Tout d'abord, l'outil. Est-ce que l'outil est adapté au contexte? Est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'Internet? Est-ce que finalement l'outil va fonctionner? Est-ce qu'il y a une version mobile, etc., etc. Également pour l'outil en soi, est-ce que c'est finalement utile? Parce que vous avez des projets et des outils numériques qui sont développés tout à fait dans l'esprit de ce que vous disiez, avec pour objectif de résoudre un réel problème. Mais est-ce que ça répond vraiment aux besoins de l'utilisateur? Je parle de l'utilisateur final. Vous comprenez que l'utilisateur sont toutes les personnes dans le système de santé qui ont besoin de ces outils numériques pour que les choses avancent. Et j'aimerais souligner le point que ce que nous faisons lorsqu'on conçoit quelque chose, il faut que ce soit vraiment centré sur les utilisateurs, car il faut intégrer les futurs utilisateurs. En fait, le risque est très élevé de faire quelque chose et qu'en fait, ce n'est pas utile pour les personnes qui sont censées être les personnes qui sont les utilisateurs, utilisatrices premièrement concernées. Un autre point également, ces outils doivent être développés. On parle du développement d'un outil pour quelqu'un, mais en fait, c'est par quelqu'un qui également peut être utilisateur. Comme je l'ai dit, Sococha, donc l'équipe au Népal, ils ont développé quelque chose qui intègre les maladies qui sont en fait dépistées pour la même communauté. Et en fait, ce n'est pas, c'est un système multidirectionnel. Donc, ça, c'est le deuxième aspect qui est mentionné avec d'autres points comme la logistique. Si nous avons un outil qui est déjà conçu, qui est utile, en fait, il faut le faire monter en puissance. On a les ressources pour l'utilisation régulière. Comme les données, les salaires des employés qui travaillent là. Même, alors, si c'est un open source, qui le maintient? Les gens ne travaillent pas pour rien. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut voir la partie visible et s'assurer que l'invisible devient visible. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas le type de format, le type de données, etc. C'est
pour tous les outils numériques, ce qui est important, c'est invisible souvent. Et c'est ce que je dis. Voilà, c'est le message que je veux faire passer. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci, Pilar. Bon, ils ont presque tout abordé, mais s'il faut ajouter un petit rien, c'est beaucoup plus par rapport à la gouvernance et par rapport à tout ce qui a été mis avant comme investissement. Donc, c'est vrai qu'il y a des solutions qui peuvent être différentes d'un pays à un autre, mais il y a des pays où vous avez trouvé des outils qui ont fonctionné et qui continuent à fonctionner. Et arrêter directement pour passer à un autre, ça pose un problème parce qu'il y a eu un investissement. Il faut maintenant une décision et un plan. Comment arriver, surtout s'il y a déjà interopérabilité, comment aller progressivement pour revenir dans le seul outil que nous avons. Mais si déjà il y a l'interopérabilité, ça pose aussi un problème parce qu'on a vu certains pays ont foncé avec des outils mais qui ont déçu par la suite. Donc je pense que avoir un outil qui marche bien aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais en avoir deux qui sont interopérables et qu'au finish, on a toutes les données et qu'on peut les utiliser, que ce soit dans un outil ou dans l'autre, ça peut toujours permettre. Merci. Un plus un backup. Il y a une question au premier rang, mais il y en avait une autre auparavant un peu plus. Oui, monsieur, pardon, et je prends MS, votre question juste après. Monsieur. Thank you for your insights. Merci. Moi, je voulais poser une autre question sur ce concept de l'utilisateur final et d'être centré sur l'utilisateur final. En fait, souvent, dans un bâtiment, les personnes voient des choses et la valeur pour l'utilisateur final, clinique ou pas, en fait, ce qu'ils voient comme valable et comme approprié, ce n'est pas forcément le point de vue du décideur. Et dans un contexte macroéconomique, les critères aujourd'hui, est-ce que c'est uniquement basé sur l'argent? Est-ce que ça fait gagner de l'argent ou pas? Fait épargner de l'argent. Donc en fait, on ne se focalise plus sur les besoins de l'utilisateur. Donc comment est-ce que vous équilibrez ceci par rapport aux vrais besoins et aux besoins d'épargne du système? Très rapidement, moi j'étais un développeur, un programmeur dans une autre vie. En fait, on ne fait pas partie du système. En fait, finalement, au final, c'est l'argent et notre motivation, ce n'est pas l'argent. En fait, on est biaisé parce qu'on veut programmer des choses cool. On trouve ça sympa d'avoir un programme super cool, on est ravis. Mais le caractère, en fait, vous n'êtes pas concerné par vraiment le caractère approprié de votre système. Et finalement, quand c'est appliqué sur le concret, quelquefois ça coince. Donc, dans le secteur humanitaire, vous avez tous les biais qui sont appliqués et vous voulez sortir le programme le plus cool, le meilleur, etc. Il est tellement beau, il a une conception magnifique et il est tout à fait superbe. Mais malheureusement, je ne sais pas si ceci a changé, mais avant on disait, lorsque j'étais dans le développement, on disait que 95% des projets informatiques en fait échouaient. 95%, c'est énorme. Et c'est refléter la réalité, malheureusement. Et en fait, on voit que c'est le résultat d'un principe de Darwin extrêmement sévère. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, on doit avoir les projets qui soient concrets, qui marchent dans le concret. Et ça, on ne le fait pas forcément. MS, on prend votre question. MS. Merci beaucoup pour la parole et merci aux panélistes, c'est extrêmement intéressant. Qui dit données dit pouvoir et généralement lorsqu'on a la gestion des données en réponse sanitaire en contexte de crise, on a soit les questions de paternité, de souveraineté. Le DHIS2, par exemple, c'est un outil vraiment formidable qui est mis en place dans beaucoup de pays actuellement, mais dont les données ne sont pas souvent, lorsqu'elles sont agrégées, logées au sein de ces pays-là. Quelle est la solution qu'on peut apporter à cela? Et l'autre point par rapport à la paternité justement des données, souvent on a vu avec Covid,
il y a des organisations internationales, des grosses boîtes qui mènent des études sur le terrain. Les personnes au niveau local collectent les données, mais lorsqu'après il y a les résultats finaux, ce sont eux qui sont propriétaires de ces données-là. Et souvent même, au niveau local, on n'a pas accès à la totalité des informations qui ont été collectées. Comment est-ce qu'on réussit à gérer ces défis en période de crise? Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que la question que vous soulevez, c'est une des questions difficiles à laquelle on fait face lorsque on propose un outil au niveau du ministère, lorsqu'on amène. La question, c'est que où sont logées les données? Ce sont des données personnelles. Qui les gère? Ça se trouve où? Je pense que ça dépend vraiment des échanges que vous avez, que les pays ont avec le producteur de l'outil, celui qui héberge. Et si le pays a vraiment cette autonomie-là, peut exiger de pouvoir loger, héberger les données chez lui. Mais si, parce que généralement ça arrive dans des situations d'urgence et que vous n'avez pas le temps de réfléchir, il faut faire face à l'urgence. En ce moment-là, on commence d'abord par prendre là où les données sont hébergées et à la suite, on voit maintenant comment négocier, comment utiliser. Même si ces données sont loin, mais il faut qu'on puisse s'attendre. Qui est propriétaire des données? Comment accéder à cela et comment l'utiliser? Je pense que, comme j'ai discuté de ça dans plusieurs pays, ce sont là les questions. Même DHSD en République démocratique du Congo, là où nous sommes, cette question-là est revenue plusieurs fois. Et les orientations du pays est de pouvoir mettre en place à héberger les données au niveau du pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On va prendre à présent 2 questions dans le chat qui vont s'afficher, que je vais pouvoir... Voilà. La première question, elle est pour Pilar. Quelles sont les problématiques les plus souvent rencontrées lors de l'implémentation de SORMAS dans les différents pays? The main challenges. Well, yeah. So let me pick some. Alors, ouais, c'est pas facile comme question. Je crois qu'un des points importants, un des problèmes que nous rencontrons de manière assez fréquente, c'est que nous voyons du financement, mais pour un projet pilote. Donc, pour quelque chose qui est déjà mature pour le système de surveillance nationale au Nigeria, au Ghana, au Népal, mais pour d'autres pays qui ont commencé avec des projets pilotes, avec un petit peu de financement, mais les bailleurs, eh bien, il faut vraiment penser de manière différente. Il faut réfléchir un petit peu et passer du court terme au long terme. Un des problèmes que nous rencontrons, c'est qu'il y a du financement pour des petits projets pilotes de 6 mois, même plus court. Et après ce délai, il n'y a pas assez de temps pour l'adopter, pour qu'un pays adopte le projet. Donc avec un petit peu de financement, ce n'est pas suffisant pour assurer la formation d'un assez grand nombre de personnes, pour faire le déploiement au niveau national, etc. Donc c'est une vision très court-termiste. Donc c'est un des problèmes que nous rencontrons en premier lieu. En deuxième lieu, nous avons également le manque d'alignement des différentes parties prenantes. Je crois qu'on en a parlé également. Donc il devait y avoir une souveraineté nationale pour décider des outils à mettre en application. Bien sûr que nous recommandons que ces projets soient déjà à un niveau assez qui est un niveau de maturité assez important, mais au moins il doit y avoir un alignement car un pays décide d'utiliser un outil
Il doit s'assurer qu'il s'aligne et qu'il respecte les décisions du pays. Et malheureusement, ça ne se produit pas dans la réalité, car de nombreuses organisations sont uniquement conduites par les données et pas par la fiabilité du système de surveillance. Donc le système n'est pas là juste pour récupérer de la donnée, le système est là pour utiliser les données pour que les décisions de santé publique soient prises de manière éclairée. Donc il faut arrêter d'être court-termiste et de se focaliser uniquement sur la donnée, car il faut vraiment la donnée, elle est là pour éviter les épidémies, éviter la question suivante, elle est pour vous, sauver des Justice. vies. Comment conjuguer l'utilisation des données pour le suivi en temps réel avec les problématiques d'accès à la connectivité dans les zones rurales? Oui, c'est vrai, ça c'est un problème sérieux au niveau rural où vous avez des zones qui sont des hotspots mais qui n'ont pas la connectivité, et on jugule cela avec les outils qui peuvent travailler en offline. Et donc, avec ces outils-là, on peut faire la saisie des données localement, même la géolocalisation. Mais lorsque on arrive à un point où on peut avoir la connectivité, alors on peut uploader toutes les données. Ça, c'est de un. Et de deux, aujourd'hui, avec les solutions comme les Starlink, ça nous permet maintenant d'avoir des antennes isolées dans des endroits où la connectivité n'est pas là, où l'équipe est autour et on travaille et en temps réel, on renvoie les données pour les analyses. Je pense que ce sont là les solutions que nous sommes en train d'utiliser pour le moment. Merci beaucoup pour vos questions dans la salle et merci à vous aussi de nous avoir adressé des questions via le chat. Merci infiniment, madame, messieurs, pour vos propos très intéressants. Thank you so much, Assad, for being with us this afternoon from Geneva. You take Merci care. Assad d'avoir été parmi nous depuis Genève. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.